Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous avons une intervenante qui est en chemin, donc on va pouvoir commencer sans elle. Donc, Lou Girard est en chemin, mais nous avons déjà Sandra Forgue et nous avons Karine Espinera, qui est en visio normalement. Je ne sais pas si on peut afficher Karine. Bonjour Karine. Nous te voyons désormais. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue sur cette table ronde sur la transidentité. Donc, peut-être qu'on va commencer par faire un tour des intervenantes pour qu'elles puissent se présenter, nous indiquer d'où elles parlent. Peut-être tu peux prendre ce micro-là. Excuse-moi, je t'ai piqué celui qui était devant nous. Et puis, poser les bases peut-être de définition de la transidentité, de la transitude, qui a été choisi, terme qui a été choisi pour l'intitulé de cette table ronde. Donc, je vous laisse la parole. Karine, tu veux démarrer ? D'accord, je démarre, donc je vais me présenter quand même brièvement. Donc je suis, enfin brièvement, je promets rien. Donc sociologue des médias. Donc je suis associée au laboratoire d'études de genre et de sexualité à l'université Paris 8. Mes recherches elles portent sur les représentations transgenres dans les médias, mais je travaille aussi sur les politiques transféministes et aussi sur les études transgenres dont il faut absolument parler en ce moment. Alors, j'ai publié à peu près une quinzaine d'ouvrages, dont le dernier, je me fais une petite pub, Transidentité et transitude se défaire des idées reçues, c'est au Cavalier Bleu, c'est sorti en 2002 et je l'ai coécrit avec Maudius Thomas. Alors, par ailleurs aussi, j'ai une double casquette, c'est la casquette, on va dire, militante. Alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème à être chercheur engagé. Je trouve que c'est pas incompatible. Et donc, j'ai des engagements, on va dire, associatifs, militants, notamment du côté de la transidentité depuis les années 90 et sur le plan international avec Stop Trans Pathologisation depuis les années 2000. Alors, sur cette question de la terminologie, il faudrait remonter vraiment à loin parce qu'on pourrait remonter aux années 70, donc avec, on pourrait partir du terme travesti jusqu'à transitude à aujourd'hui, ce qui serait pas inintéressant d'ailleurs. Mais là, je vais juste me contenter de transidentité et transitude. Donc, transidentité est arrivé au début des années 2000. C'est un terme qui est venu d'Allemagne, qui a été traduit par le collectif Support Transgenre Transvo. Ce qui est intéressant avec ce terme, c'est qu'il rompt avec la terminologie médicale. Je vais pas entrer dans les détails, mais c'est un double mouvement, un mouvement individuel. Les gens ne se retrouvaient pas dans cette terminologie-là. Et deuxièmement, quelques temps plus tard, c'est aussi par une sorte de politisation de l'associatif qui estime ces termes finalement pathologisants. Donc ces termes sont rejetés. Donc transidentité, c'est avantage d'être un terme créé par les concernés et qui, comme je le disais tout à l'heure, rompt avec une terminologie qui a été contestée. Transitude, alors, est beaucoup plus récent. On peut le faire remonter aux années 2014-2015. Alors, comme beaucoup de termes qui étaient créés par les personnes concernées, souvent, il a été créé sur les réseaux. Donc, c'est très difficile d'en attribuer l'origine à une personne plus qu'à une autre. Alors, là, en l'état, il a été utilisé en tout cas par la blogueuse Miss Koala, par la BDiste Sophie Labelle et le chercheur canadien Alexandre Baril. À peu près tout le monde a utilisé ce terme dans la même période, en tout cas, de ce que j'en sais. Alors, transitude a l'avantage de ramener à l'expérience de vie. Donc, l'expérience de vie trans, c'est-à-dire on revient sur la relation sociale, mais aussi il a une dimension collective. Qu'est-ce que c'est que le fait d'être trans individuellement et collectivement dans une société donnée. Voilà. Alors, par exemple, on pourrait en prendre une et dire, voilà, qu'est-ce qu'une personne trans dans une société, je sais pas moi, binaire, patriarcale, autre. Voilà. Alors Karine, tu as peut-être remarqué l'entrée fracassante de Lou. Lou Girard qui vient de nous rejoindre. Nous étions en train de tout juste de commencer du coup de faire les présentations et Karine venait de nous expliquer l'origine du terme transitude. Donc Sandra n'avait pas encore eu le temps de se présenter, donc tu arrives pile à temps. Alors je vais me présenter comme ça, elle a le temps de souffler. Sandra Forgue. Donc, je suis une sportive de haut niveau. J'étais champion olympique dans les années 96 et j'ai fait une transition dans les années 2016. Donc, j'ai plein de casquettes aussi. Donc, mon métier, c'est l'informatique. Je travaille dans le monde de l'handicap.
Je suis responsable informatique dans une société qui emploie des personnes en situation de handicap. Et je suis présidente du conseil d'administration du CREPS à Toulouse, qui est le centre de performance sportive. Et je suis donc une personne qui, alors, je sais pas, qui a traversé la transitude, enfin, je ne sais pas exactement le terme. Bref, ma spécialité aujourd'hui, et la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est plus sur les problématiques liées aux personnes transgenres et la pratique du sport, et en particulier du sport de haut niveau, avec toutes les polémiques que ça soulève aujourd'hui. Donc voilà, je ne suis pas une militante comme beaucoup d'entre vous autres, parce que vous faites ça vraiment très très bien, bien mieux que moi. Mais il y a quand même cette problématique du sport où absolument on rencontre, on lit et on écoute à peu près tout et n'importe quoi sur le sujet. Et surtout, les fédérations internationales prennent un virage qui est très excluant ou très, on va dire, très négatif par rapport à tout cela. Et donc, je m'en suis un petit peu saisi. Et voilà. Et je rencontre d'ailleurs le CIO semaine prochaine et Tony Estanguet aussi, justement, pour évoquer tout ça. Voilà. Bonjour. Ah, il marche pas. Bonjour. Oui, ça marche. Je vais me présenter, c'est ça? Oui, oui, si tu veux te présenter à nous un petit peu. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lou Girard. Je suis étudiante en chimie. C'est pas très intéressant pour le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je suis surtout vulgarisatrice, un peu sceptique. Des sujets de santé plutôt, qui concernent les personnes trans. Je suis aussi militante pour les droits des personnes trans et j'ai déjà produit notamment un travaux sur le don du sang des personnes trans en partenariat avec des collègues à moi de l'UGA, donc de l'Université de Grenoble, et avec Richard, mon voisin. Et c'était ma porte d'entrée vers le monde du scepticisme. Très bien, ben merci. Donc, dans l'intitulé de cette table ronde, on avait prévu de parler des idées reçues sur la transitude. Est-ce que l'une d'entre vous veut commencer par aborder certains de ces sujets? Attends, j'ai oublié un truc. Ah oui, j'ai oublié un petit truc de dire. Je porte un masque. C'est pour protéger les camarades qui seraient un peu plus vulnérables aux maladies transmises par les voies aériennes. Et c'est pour ça que j'ai pris une boîte de masques. Si des gens oublient un masque et se sentent d'en mettre un, je les ai mis là et venez les chercher. Et c'est pas parce que je sais pas, j'ai pas envie que vous voyez mon visage. Si vous voulez qu'on aille dehors et que je vous montre ma tête, c'est possible. Ok. Ben, voilà, donc les masques sont à disposition si certaines personnes veulent se servir. Je sais que pendant la préparation de cette table ronde, on a évoqué les trans studies, avec l'accent. Est-ce que, Karine, tu voudrais nous parler un petit peu de ça, de ce passé de recherche qu'il existe du coup sur la transidentité? D'accord, donc on va parler des transgender studies. Donc en français, on dirait donc les études trans. En fait, elles sont nées dans les années 90, essentiellement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Alors aux États-Unis, il y a deux références importantes on va dire pour la naissance de ces études trans. Donc c'est le texte de Sandy Stone, le manifeste post-transsexuel. Le titre exact, c'est l'Empire contre-attaque, un manifeste post-transsexuel. Donc de 91, et Transgender Liberation de Leslie Feinberg. Donc ça, ce sont les textes vraiment fondateurs de ces études trans. Les études trans, alors pour essayer de les résumer très facilement, c'est une prise de parole. C'est une prise de parole située des personnes trans. Et Sandy Stone, dans son texte, elle explique que pendant des décennies, et Susan Stryker d'ailleurs fait la même chose, elle explique que sur une centaine d'années, voire plus, tout le monde a eu droit d'écrire sur les personnes trans. Ou en tout cas ce qu'ils appellent on va dire des anomalies de genre et autres expressions de temps révolus, sauf les personnes concernées. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, à partir de ce moment-là, ce sont avant tout, d'un côté, notamment au côté des États-Unis, ce sont des universitaires. On aime bien coller l'étiquette militante aux personnes trans, en général de façon assez péjorative d'ailleurs, dans le contexte francophone. Alors qu'en fait, ces personnes-là étaient des chercheurs engagés exactement comme moi.
donc des universitaires qui produisaient des, on va dire de la recherche scientifique. Donc ce mouvement-là est accompagné aussi d'un mouvement associatif, et c'est important aussi de ne jamais l'oublier, et notamment en Grande-Bretagne, où la même année, donc on est début 90, se crée une association qui s'appelle Press for Change. Et notamment, elle est dirigée par diverses personnes, dont beaucoup de juristes, dont Stephen Whittle, qui va écrire le premier Transgender Reader avec Susan Stryker, qui va le coordonner. Et c'est cet ouvrage qui va donner le titre à ce qu'on va appeler ce nouveau champ d'études, qui est un très segment critique, mais exactement comme les études de genre, même les études féministes auparavant. C'est-à-dire que quand on va aborder des thématiques, par exemple, si on prend les études de genre et qu'on s'intéresse aux relations hommes-femmes, par exemple, et qu'on va travailler sur les violences conjugales, qu'on va travailler sur les inégalités salariales, etc., on est intrinsèquement critique. C'est pas être militant, c'est faire le constat qu'on est dans une société où il y a des inégalités sur le critère du genre, voilà, par exemple. Ce qu'on peut rapporter à d'autres petites études. Alors, ces études, elles se sont développées rapidement, en tout cas aux États-Unis, enfin dans le monde anglophone, donc tout au long des années 90 et 2000. Les universités américaines ont ce qu'on appellerait, pour donner l'équivalent français, des UFR, donc en études de genre, en LGBT studies, et du coup, les transgender studies sont une sorte de sous-catégorie, pas une comment l'expliquer? C'est pas une hiérarchie, hein, voilà. Il n'y a pas cette idée de sous-catégorie en termes de hiérarchie. Disons qu'elles sont implémentées dans l'LGBT studies puisqu'elles étaient. Ensuite, en Europe, par contre, elles vont arriver tardivement, enfin plus tardivement, donc à partir des années 2010. Donc, je crois qu'il y en a en Angleterre, il y en a en Autriche, hein, des études comme ça transgenres. Il y a une chaire en 2016 au Canada, donc la première chaire en études trans au Canada. En Argentine en 2017. Donc, pareil, donc c'était la Cátedra Libre de Estudio Trans, donc c'était à Buenos Aires. Donc, qui a été fondée par Blas Radi, Mauro Cabral, voilà, entre autres. Et en France, on les estime encore émergentes au début des années 2020. C'est-à-dire qu'aussi la présence de chercheurs et de chercheuses trans a été compliquée. Ces questions ont mis beaucoup de temps à arriver à l'université, et surtout les personnes concernées, donc, ont eu beaucoup de mal en fait à exister à l'université. Hein. Je suis un petit peu un de ces exemples, puisque à l'entrée des années 2007-2008, quand j'ai repris mes études, j'avais 40 ans à l'époque. Et j'avais commencé un premier doctorat que j'avais jamais fini, et je voulais cette fois-ci en faire un et aller jusqu'au bout. Donc j'ai choisi de le faire sur cette thématique-là. Et sauf erreur de ma part, j'étais à peu près seule dans le paysage, donc à être concernée et à travailler sur les questions trans, qui a amené à toute une réflexion justement sur les enjeux et tensions, hein, sur le fait d'appartenir à un terrain sur lequel on travaille. Merci Karine. Bon, du coup, une première idée reçue qu'on peut balayer, c'est l'idée selon laquelle les transidentités ne sont pas étudiées et ne relèvent pas d'une réalité scientifique. Ce n'est pas le cas. Lou, tu voulais évoquer des considérations de santé mentale. Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu voulais balayer à ce sujet-là ? Beaucoup, mais même pas que de santé mentale, de santé en général, parce que un point central des transitudes, des transidentités, c'est la transition. Donc, quand je dis transition, j'évoque le fait de passer, soit d'un genre à l'autre, mais on peut également utiliser les termes classe de sexe, on peut utiliser les termes genre social. Il y a plein de manières de définir une transition, et c'est des dissensus politiques plutôt interne aux scientifiques et peut-être à certains militants. Mais le fait est que quand on change, et je vais dire le mot genre au sens genre social, quand on change de genre, c'est une transition, donc on peut faire ça de 3 manières différentes. On peut faire ça administrativement, ça veut dire que, par exemple, moi je suis allé voir la mairie, j'aurais dit, bon, vous me saoulez avec mon ancien prénom, mettez-moi Lou. Ça, c'est une transition, une partie de la transition administrative. On peut aussi faire une transition médicale, c'est-à-dire on peut prendre des hormones, c'est le plus commun, on peut faire des chirurgies, et c'est pas obligatoire, c'est une idée reçue que j'aimerais enlever. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, enfin s'il y a un début, mais il n'y a pas de fin à une transition, il n'y a pas une transition complète. Et je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes autour
des transitions des chirurgies des parties génitales, c'est une minorité de personnes trans qui font ces chirurgies. Il n'y a pas de chiffre ultra précis, mais les meilleurs que j'ai trouvés, c'est entre 8 et 14%. D'ailleurs, je ne donne pas mes références sur scène parce que ça va être juste chiant, mais à la fin, je note tout ce que je dis et je vais tout mettre sur mon blog et il y aura toutes les sources, promis. Vous pourrez aller voir les études si vous voulez. Mais donc 8 à 14% de chirurgie génitale, c'est pas beaucoup, surtout qu'on en parle beaucoup dans les médias. Et la dernière manière de faire une transition, c'est la transition sociale. Donc c'est tout ce qui permet de caractériser le genre masculin ou féminin par des choses extérieures. Je sais pas, moi j'ai mis une jupe, et puis le monsieur devant, au premier rang, il a mis une chemise qui est, je dis pas qu'il est trans, hein, mais la chemise est un vêtement qui est plutôt connoté masculin. Donc on va dire que c'est des manières d'affirmer un genre masculin ou féminin dans l'espace public, qu'on soit trans ou pas. Et du coup, la grosse question de santé mentale, c'est est-ce qu'il faut guérir les trans parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment trans, c'est un délire dans leur tête, ou est-ce qu'il faut les accompagner dans leur transition? Et quand on observe ça d'un point de vue de santé mentale, avec la littérature, on se rend compte que les laisser transitionner socialement améliore leur santé mentale. Et par là, je veux dire que si on observe les idéations suicidaires, l'anxiété, le stress, les dépressions et ainsi de suite, on va voir une amélioration drastique avec la transition sociale. On peut refaire les mêmes études pour la transition médicale et on trouve la même chose. Et, je tiens à le préciser, ça vaut aussi pour les mineurs. Et là, on pourrait se dire, mince, mais est-ce qu'on a déjà vérifié l'inverse? Est-ce qu'on a fait un contrôle de gens qu'on ne laissait pas transitionner et ils se tuaient tous? Oui, on a fait beaucoup de contrôles. En fait, on a fait quasiment que des contrôles jusqu'à le développement des droits trans. À l'époque, les personnes trans, elles étaient dans des asiles. C'est clair qu'on ne les laissait pas transitionner. C'était un délire et on n'acceptait pas les délires, entre guillemets, des patients. C'était une psychiatrie plutôt répressive, donc, un peu comme... Bref, je ne vais pas aller sur la psychiatrie, mais bon. Tout ça pour dire que oui, on peut améliorer la santé mentale des personnes trans, et la bonne manière de le faire, c'est pas de les foutre devant des psys, c'est de les laisser transitionner, et ça veut pas forcément dire leur donner des hormones, ça peut juste vouloir leur dire les laisser exister dans un espace public avec une jupe ou avec une chemise ou en les laissant se couper les cheveux. Et ça a l'air de rien, parce que bon, en France, laisser quelqu'un porter une jupe, peut-être des regards méchants dans la rue, mais essentiellement, ça pourrait passer. Mais par exemple, en Floride, c'est interdit. On n'a pas le droit de porter un vêtement qui est contraire à son sexe, constaté à naissance, le sexe biomédical. Alors, peut-être qu'on pourrait profiter du sujet des transitions pour évoquer les détransitions. Là encore, il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet. Le mouvement transphobe se saisit souvent des détransitions et met en avant des détransitions qui seraient massives chez les personnes transgenres. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait apporter des précisions sur la réalité des détransitions? Alors, la détransition, c'est un énorme fantasme qui est beaucoup agité par les personnes qui veulent être critiques, et je suis très gentil quand je dis critique, qui veulent être critiques de ce qu'ils appellent, je sais pas, l'idéologie transgenre, les transgenristes, les trans rights activistes, etc., etc. Bon, ça peut aller du plus gentil, la critique la plus faible du journaliste de droite qui comprend pas trop ce qui se passe, à carrément un militantisme anti-personnes trans. Et les détransitions vont être au cœur. Et le narratif, c'est « mais regardez, il y a plein de gens qui détransitionnent, ça veut dire qu'on laisse les gens transitionner n'importe comment, ils mutilent leur corps de manière irréversible, et c'est impossible de revenir en arrière. » Ça, c'est le narratif. Bon, je le caricature un peu, mais essentiellement, il y a l'idée qu'on laisse trop de gens transitionner, alors qu'en fait, ils ne sont pas vraiment trans, et que c'est pas bien. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est un sujet qui peut être contrôlé par la science. On peut
prendre des cohortes et puis regarder combien au bout de 5 ans détransitionnent. Et quand on fait ça, on a des taux de détransition qui sont entre 3 et 1,5% pour les jeunes. Et quand je dis jeunes, je parle de 5 à 18 ans. On ne fait pas transitionner médicalement les gens de 5 à 18 ans. À 5 ans, on les laisse juste transitionner socialement. Et au-delà de 18 ans, ça baisse encore plus et on passe de 0,5 à 2%. Karine, tu me dis si je dis une bêtise, je sais que tu as aussi étudié le sujet. Non, pas de bêtises après. Ouais, non, c'est bon, c'est ça. Et donc, déjà, on débunk un peu cet argument de c'est trop, mais on pourrait aussi dire que c'est pas vraiment ce chiffre qui compte, mais c'est aussi le fait que dans la mesure où quelqu'un prend la décision de transitionner en son âme et conscience, dans un consentement qui est libre, qui est éclairé, le fait de rechanger, c'est pas dramatique, ça fait partie d'un parcours de vie. On pourrait argumenter que, par exemple, si je sais pas, quelqu'un qui a 14 ans cherche son genre, c'est un garçon, il décide de transitionner vers fille, puis il dit qu'il s'est trompé, et qu'il revient vers garçon, c'est pas grave, peut-être qu'il y aura des modifications à son corps, c'est pas grave parce que, je sais pas, un garçon qui voulait transitionner à fille, qui attend un peu trop longtemps, va laisser la testostérone faire aussi des choses à son corps, et c'est pas grave, et on peut trouver des moyens de compenser, et il n'y a pas... Enfin, les caractères genrés qui sont portés sur nos corps sont pas si irréversibles que ça, quoi que veuillent faire penser les journaux, et aussi c'est pas grave de dire j'ai exploré mon genre et je me suis trompé. Mais pour beaucoup, c'est chiant pour des personnes qui sont un peu conservatrices que quelqu'un change de classe, de sexe, comme j'aime bien dire, mais change de genre une fois, parce que c'est déjà un peu une hérésie. Mais alors 2 fois, mais alors c'est n'importe quoi. Et alors à ce sujet, peut-être que Karine complétera sur les motivations des transitions. Alors déjà, pour compléter, donc c'est pareil, là j'ai sous les yeux à peu près une vingtaine d'études très très récentes sur cette question justement des regrets, des transitions, puis des parcours trans en général. Alors il y en a en France, il y en a en Serbie, il y en a aux États-Unis, il y en a en Argentine, il y en a dans vraiment beaucoup de pays, la Hollande, la Belgique, etc. Je remarque que ces études, donc, qui sont menées par des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire des médecins, des universitaires, etc., qui se font sur des longues années. C'est des études américaines, par exemple, pour des échantillons même de 7000 personnes, qui est juste faramineux. Nous, quand on arrive à 400 dans une étude européenne, on se dit déjà qu'on a un gros chiffre. Et elles donnent toutes, effectivement, donc entre 1,5, 2%. Je crois qu'une seule fois, j'ai vu arriver un chiffre de 3% pour les États-Unis. Donc, je mettrai ces références que je ne vois jamais dans les médias. On reprend toujours des références adverses, celles qui parlent d'épidémie, etc. Mais celles-là ne sont absolument jamais données, alors qu'il y a même l'association des psychiatres américains, et Dieu sait que je suis pas fan, mais voilà, donc même eux ont fait des études, mais qui ne sont absolument jamais données. Alors après, sur les motivations, le raccourci, il y a quand même pas mal de créer de la panique morale. Je suis désolé de passer par un lieu commun comme celui-là, mais quand même, quand on avance, par exemple, on parle déjà d'épidémie. Parler d'épidémie, c'est pas anodin quand on dit il y a une épidémie de transgenres, il y en a trop. Et juste du point de vue du discours. Je parle même pas le discours. Déjà, rien que d'entendre ça, je sais pas. Moi, je trouve ça violent. Et on change le mot trans par d'autres publics et ça sera tout aussi choquant. Ça, c'est une première chose. Et on avance les chiffres en disant oui, il y a 4000% d'augmentation. Effectivement. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les 4000%, par exemple, on se réfère à une étude qui a eu lieu en Angleterre, et ces 4000%, c'est une augmentation sur 12 ans. Et c'est comme si, par exemple, dans une toute petite population, on part de 40 personnes et au bout de 12 ans, c'est plus 40 personnes qui souhaitent transitionner, c'est 400 sur 12 ans. Sur une population de 68 millions d'habitants, et à la fin, on compte sur cette population de 68 millions d'habitants 220 000 personnes trans. Moi, je me dis, mais elle est où l'épidémie, là? Et pourquoi avancer ce chiffre de 4000%? Ensuite, l'autre motivation, ça a été la question de l'enfance et de passer par les mineurs.
évidemment, ça a été, on avance le fameux principe de précaution et ne peut pas être insensible à la question des mineurs. Alors, le problème, c'est que en passant sur la question des mineurs, alors je ne vais pas revenir sur ce qu'a déjà expliqué Lou auparavant, mais on dit oui, mais on n'en veut pas aux personnes trans. Alors déjà, quand on lit ces ouvrages, on se pose beaucoup de questions, hein, parce qu'on voit bien que c'est carrément la transitude en elle-même qui est remise en question. Que si ça n'existait pas, ça serait même encore mieux, hein, puisque le corps, c'est le destin, hein, et c'est l'éternelle référence à Freud. Donc, tant pis, on est avec ce corps-là, on fait avec, hein, qu'on soit trans ou une personne handicapée, etc., etc. On doit composer avec et se taire. Et bon, voilà, ça pose question. Alors, j'ai plein d'autres choses à dire, mais comme j'ai déjà pas mal parlé, peut-être que je pourrais y revenir un petit peu plus tard et laisser un peu plus la parole à mes camarades. Merci Karine. Je me tourne vers Sandra désormais parce que, effectivement, tu le disais, l'actualité est brûlante concernant l'inclusivité des personnes transgenres au niveau du sport, notamment au niveau du sport de haut niveau. Je vais te passer mon micro peut-être. 1, 2, 3, sinon je crois que ça marche. Super. Oui, alors je rejoins Karine sur la violence avec laquelle les anti-trans viennent percuter les médias et viennent percuter le public sur cette idée fausse, enfin cette idée au moins annoncée que une personne qui a eu une puberté d'homme, lorsqu'elle fait une transition après, va se retrouver avec des avantages et donc invisibiliser, c'est les termes utilisés, la catégorie féminine ou le sport féminin, puisqu'il parle de sport féminin. Voilà, donc il y a tout un discours porté par des extrémistes, notamment américaines, souvent qui sont d'anciennes féministes d'ailleurs, et sportives qui se sont battues pendant des années et des années pour faire reconnaître le sport féminin au grand public. On a des Martina Navratilova, des Nancy Hoggins, championne olympique de natation, ainsi de suite, et qui ont œuvré toute leur vie à la visibilité du sport féminin et voient dans les trans des hommes qui viennent leur empêcher de finir leur œuvre. Et donc, elles ont fomenté tout cela en épingle, et puis monté en épingle, et puis carrément, elles ont créé une association qui est financée par un certain nombre d'entreprises. Et il y a toute une mouvance comme ça qui s'est créée anti-trans dans le sport, et on va dire que personne ne l'a vu vraiment venir. Et quand les instances se sont penchées sur la question, parce qu'il y a eu quelques cas qui ont été notés, ces associations ont foncé et ont montré de fausses études, des choses complètement aberrantes, qui ont fait prendre des décisions d'exclusion des personnes trans dans le sport. Donc au départ, c'était tout léger. Au départ, c'était sur des problématiques hormonales, et puis ils se sont aperçus qu'il y avait des personnes intersexes notamment qui étaient dans ces zones-là quand même, c'est-à-dire autorisées, mais comme elles défrayaient la chronique parce qu'elles avaient eu un passé trans ou intersexe, à ce moment-là, ils ont fait en sorte de rabaisser les règles de façon à les exclure. Donc on est vraiment dans un délit de sale gueule dans lequel il n'y a pas vraiment d'études concrètes. Alors il commence à y en avoir, mais qui sont beaucoup trop faibles. Et puis surtout, les questions qui sont posées sont les fausses. Voilà. La base, et je pense que c'est un peu dans tous les cas, pas que dans le sport, c'est que dans les sociétés occidentales, une femme trans, c'est un homme qui a transité. Et donc, ça reste dans l'intelligence collective, ça reste quelqu'un qui est un homme. Voilà, bon, ok, il s'habille comme une femme, il se sent femme, mais c'est un homme. Ça reste dans cet état d'esprit, ce qui fait que quand on le traduit au niveau sportif, ils disent mais il n'y a pas d'équité parce qu'un homme ce n'est pas équitable. Alors les études qui sont à une femme, les études qui ont été menées, les premières études qui ont été menées, c'est de dire voilà la différence entre les hommes et les femmes. Donc il y a eu des centaines de chercheurs centaines j'exagère, mais il y a eu des dizaines de chercheurs qui ont fait des études sur la différence biologique entre les hommes et les femmes dans le sport. Voilà, donc ils ont enfoncé des portes ouvertes et réinventé l'eau chaude. Et derrière, ils ont appliqué ça en disant mais voilà pourquoi les trans sont supérieurs aux femmes entre guillemets génétiquement nées, et donc il faut les exclure. Donc il y a quand même des gens qui ont sensé, qui ont dit mais bon, tout ça est un petit peu bébête, un petit peu simpliste.
qu'est-ce qu'il en est réellement. Donc il y a des études au Canada qui ont été menées, d'autres études qui ont été menées non pas à charge comme les études américaines, mais vraiment à essayer de démontrer, sauf que le panel de sportives trans ou intersexes est beaucoup trop faible aujourd'hui pour avoir des données scientifiquement irréprochables. Donc il y a une approche empirique qui vient, et c'est là qu'il y a un combat d'idées, un combat de perception, et la raison de mon combat aujourd'hui. Ce qu'il en est, c'est que moi je l'ai vécu déjà, donc je sais dire à quel point toutes ces études les résultats de ces études sont fausses, c'est qu'elles ne s'appliquent pas du tout à ce que moi j'ai vécu. Alors, pas en termes de canoë-kayak, mais à l'époque, je faisais du marathon en amateur, amatrice. Alors, en amateur d'abord, puis amatrice ensuite. Et le dernier marathon que j'ai fait en tant qu'homme, je l'ai fait à 3h15. Et 6 mois après, dans monothérapie, je suis tombé à 3h54. Avec même entraînement, même muscle, même tout. Donc rien que la transition hormonale avait fait chuter ça. Et quand on est suivi, qu'on fait la transition hormonale, et quand je prenais les résultats sanguins, ainsi de suite, j'ai vu plein de résultats qui m'ont un peu alarmé d'ailleurs au départ. Et puis les docteurs disaient mais non, pas du tout, vous êtes dans les normes du sexe féminin. Donc voilà. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir en me disant mais au final, déjà, l'erreur que l'on commet, c'est de dire il y a le sport féminin, le sport masculin. Le sport, il est ni féminin ni masculin, c'est une activité physique organisée avec des règles, et cette activité physique, elle est universelle. Maintenant, et prend ses sources dans les jeux médiévaux. Enfin, ça a toujours existé. L'être humain fait partie de ces animaux qui aiment jouer. Et donc, bon, voilà, ça a attiré au sport. Évidemment, au départ, eh bien, il y avait une seule catégorie de personnes. Voilà, on jouait et tout le monde jouait ensemble. Et évidemment, il n'y avait que les hommes qui pouvaient atteindre des niveaux ou s'exprimer, ou du moins majoritairement, grand majoritairement. Et donc, on a inventé des catégories, déjà à l'intérieur des participants. Donc, on a des catégories d'âge, on a des catégories de poids, par exemple, en lutte, parce que sinon, il n'y aurait que ceux qui font 120 kilos qui pourraient concourir. Donc, il y a dans tous les sports de combat, il y a des catégories de poids. Catégorie discriminante. Par exemple, si vous avez une catégorie de 60 kg, si vous faites 59,9, vous êtes dedans. Si vous faites 60,01, vous n'êtes pas dedans. Pourtant, il n'y a aucune différence entre les deux personnes. Mais voilà, il y a une règle. Le sport, c'est une activité physique avec des règles, et il y a une règle. Et donc, la catégorie féminine a été mise en place pour justement visibiliser les femmes dans le sport, et ça a permis aux femmes une visibilité dans la société. Et donc, il y a une valeur positive à cette visibilisation de la femme au travers du sport. Et il y a toujours ces combats. Aujourd'hui, on voit bien que les femmes n'ont pas les mêmes traitements dans le sport que les hommes, que ce soit pour les sports professionnels, le côté salaire, que ce soit pour les autres sports, le côté possibilité de se dégager pour faire ses activités, et surtout sur le niveau. Alors, je vais moins parler du sport grand public, qui, lui, est beaucoup plus ouvert aujourd'hui à la transidentité, puisque c'est plus la pratique qui fait que les gens voient bien des personnes trans ou intersexes autour d'eux, et que ça ne change pas la face du monde, et qu'on est là pour s'amuser, qu'on est là pour se faire plaisir, et qu'il y a beaucoup de sports qui deviennent mixtes aujourd'hui, en loisir, je parle. Par contre, en termes de compétition, il y a une valeur supplémentaire, un facteur supplémentaire, c'est celui de la performance, et de la mesure de la performance. Et donc, du coup, c'est là qu'on dit, ah ben non, une personne trans, elle va forcément, elle ne peut pas concourir dans la catégorie féminine parce qu'elle va avoir un avantage. Voilà. Et c'est là qu'on part sur l'idée, mais c'est quoi ces avantages? Et donc, là, on nous dit, ben, vous avez un fémur qui est X% plus long en moyenne que chez les femmes, avec cette comparaison entre les hommes et les femmes. Et donc, moi, je réponds toujours tout bêtement, dire ah oui, mais c'est pas parce qu'on a un bras plus long qu'on a le muscle pour le bouger. Parce que si on l'avait à l'époque et qu'on ne l'a plus, alors le bras trop long, il devient un inconvénient et pas un avantage. Et que s'il n'y avait que les grands costauds qui gagnaient en sport, eh bien, Tony Parker n'aurait jamais fait de basket. Donc, on voit bien qu'il faut une homogénéité totale du corps et de l'esprit pour avoir un geste parfait, un comportement
avec les autres joueurs ou face à la compétition qui excelle et qui fait que la performance est au rendez-vous. Donc tous ces facteurs-là sont complètement oubliés parce que ceux qui s'occupent de ces études, c'est souvent des personnes qui n'ont jamais fait de sport de haut niveau ou peu, et qui sont en plus poussées par des gens qui voient le côté... je vais donner une similitude et je m'arrêterai là. Il y a en badminton, il y avait des Françaises qui faisaient du badminton à très haut niveau en équipe de France, et puis il y a une Chinoise qui a été naturalisée. Et cette Chinoise, elle était de niveau international, classe internationale, et d'un coup, elle est venue perturber la hiérarchie française du jour au lendemain. On ne l'a pas vue venir cadette, junior, puis petit à petit, non. Elle n'était pas là, voilà, elles étaient 4-5 à se faire les compétitions internationales, et boum, d'un coup, ils ont vu une personne qui était meilleure que toutes, et qui a participé, tout ça. Et donc, ça a dérangé. Et donc, il y a eu un cas de racisme, il y a eu des gens qui disent, mais c'est anormal qu'elle soit naturalisée, et ainsi de suite, elle vient tout perturber. Et donc, on peut faire cette translation aux personnes trans aujourd'hui qui arrivent, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas arriver, ben forcément, puisqu'elles n'avaient pas fait de transition. Donc, une fois qu'elles ont fait une transition, si elles se retrouvent meilleures, alors pas meilleures, plus fortes que, on va dire, les meilleures, mais si elles se retrouvent dans une zone où elles vont déranger d'autres personnes parce qu'elles sont légèrement supérieures à ces personnes-là, elles vont être la critique de transphobie, et ainsi de suite. Voilà, et donc il y a tout plein de facteurs comme ça qu'on essaye de déconstruire aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des règles, il faut bien déterminer ce que c'est la catégorie féminine, pourquoi on peut participer à la catégorie féminine, et tout ça est un chantier énorme devant nous. Merci. Alors, je suis sûre que vous aurez certainement beaucoup d'autres choses à partager, mais on avait prévu de se réserver un temps pour les questions. Donc, ce que je vous propose, c'est d'échanger nos micros. Hop. Voilà, comme ça, je vais pouvoir circuler dans la salle. Si vous avez des questions à poser aux intervenantes, si vous voulez vous signaler en levant la main, ça serait chouette. Hop. Bonjour, puis merci. Alors moi, je suis complètement ignorant sur le sujet, donc c'est une question un peu pour essayer de comprendre. Donc parce que là, vous parlez de filles vers garçons, ou de garçons vers filles, mais j'imagine que toutes les nuances sont possibles entre et que c'est pas garçon-fille, et qu'il y a autant de nuances entre les deux que... Enfin voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais c'était ma question. Ah. Vous pouvez me préciser... Au niveau du sport ? Non, au niveau de tout. Vas-y, alors Lou, vas-y. Vous pouvez me préciser justement, on peut s'arrêter à mi-chemin en fait, d'entre filles et garçons. C'est vrai que je me rendais compte pendant que Sandra parlait, on n'a pas défini hommes et femmes, et on n'a pas défini intersexes. Et c'est un peu dommage puisque en fait on les a utilisés plusieurs fois et des fois on voulait dire des choses différentes. Parce que hommes et femmes et garçons et filles sont, surtout dans ces contextes-là, des termes qui sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs définitions. Et quand vous parlez il y a plein de nuances entre garçons et filles, en fait, là on parle d'identité de genre. Qu'est-ce que c'est l'identité de genre ? Et une fois de plus, je vais donner une définition que je vais sourcer, mais ça ne sera pas la seule. C'est à quel point on a l'impression d'appartenir à des groupes. En l'occurrence, là, c'est des groupes sociaux, hommes ou femmes. Et c'est un curseur. Ça veut dire qu'on peut se sentir très proche des hommes et très proche des femmes, juste très proche des hommes, un peu proche des hommes et c'est tout, voire proche de nulle part. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une identité de genre qui est dite non-binaire. Ça veut dire qu'il n'est pas majoritairement homme ou majoritairement femme. Mais on a aussi utilisé hommes et femmes dans des contextes différents. On a aussi, j'ai un peu dit classe de sexe ou genre social, et là on fait plus référence à comment identifier la personne par la société, plus que la manière dont elle se perçoit. Et enfin, on a utilisé hommes et femmes pour définir le sexe au sens biomédical du terme, et là c'est défini selon tout un autre set de critères, par exemple, je sais pas, le phénotype, donc si on a un pénis ou une vulve, les gonades, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, pour juste finir là-dessus, une personne intersexe, c'est une personne qui a des caractères sexuels qui sont à la fois identifiés masculins et identifiés féminins. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a des chromosomes XX, mais qui a un pénis et des testicules.
Voilà. Et on dit, d'ailleurs, je tiens à préciser, on dit intersexuation quand on parle du phénomène et pas intersexualité, parce que c'est pas une sexualité. J'ai répondu à votre question, monsieur ? C'est toute la problématique du sport, c'est que ces différentes dimensions qui sont évoquées, dont une sociologue allemande avait montré sur un reportage de télévision qui est passé sur Arte il y a quelques temps, c'était Rebecca Jäger qui avait montré différentes, 3 dimensions, biologique, identité de genre et expression de genre. Moi, c'est celle qui me parle parce qu'elle est assez simpliste et que je la comprends, mais voilà, qui permet d'avoir tous les curseurs possibles imaginables. Et la problématique, c'est quand on essaye de cette diversité, de ce pavé finalement dans lequel on se positionne, de le faire entrer dans une seule dimension binaire comme le sport ou d'autres. Voilà, c'est une très grosse problématique. Et si vous voulez poser des questions, je vous encourage très fort, les filles et les femmes, à en poser, parce que j'ai remarqué que l'année dernière, à cet endroit-là, il y a 1 an, c'était la table pour le féminisme, et il n'y a que des mecs qui posaient des questions. Donc allez les filles, posez des questions, on sait que vous en avez envie, vous ne laissez pas avoir la place. Ah bah voilà, bravo. C'est pas les mecs qui ont posé toutes les questions quand même. Et surtout les personnes trans, posez des questions, franchement, c'est votre table ronde. C'est incroyable qu'on ait une table ronde sur les personnes trans au REC. Je ne sais pas aussi le micro qui se balade. Ah oui, allez. Mais si la transition sociale, on est d'accord que malgré le fait que chacun fait ce qu'il veut, ça perpétue un peu les stéréotypes. Parce que souvent dans une transition sociale, on cherche à être reconnu en tant que femme ou homme dans la société. Et aujourd'hui, ça se manifeste par les stéréotypes, non ? Alors je réponds basiquement parce que j'ai 2 expertes autour de moi qui pourront vraiment expliquer. Moi, je suis moins experte de tout ça. Je pense qu'il y a un effet de société aujourd'hui. On est vraiment dans cette binarité homme-femme et on essaye de coller à un stéréotype qui nous permet de s'insérer dans la société, qui est l'élément commun de la vie, de vivre ensemble. Je pense que dans les générations qui arriveront ou les générations qui vont arriver, il y aura beaucoup moins cette binarité qui sera exposée et donc les gens s'affecteront, s'assimileront à des repères qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Nous-mêmes, alors évidemment, on est venu perturber les personnes trans, on avait perturbé déjà cette binarité totale et je crois que les choses vont évoluer et assez rapidement en fait. Je vais tenter une réponse rapide. Karine, je parle sous ton contrôle, toi qui es sociologue. Alors, perpétuer les stéréotypes, c'est un truc qui revient beaucoup. Le problème, c'est que tout le monde perpétue les stéréotypes. Tout à l'heure, en sortant de l'hôtel, j'ai croisé Sébastien, je crois, Chavet, de Vous avez le droit. Il portait un beau costume 3 pièces, mais du coup, il a perpétué les stéréotypes masculins. Mais c'est pas un reproche qu'on lui fait parce que c'est un mec cis. Enfin, c'est une personne cis surtout. Donc, en fait, quand une personne trans perpétue, entre guillemets, un stéréotype, on lui reproche, mais ce qui est marrant, c'est qu'on lui reproche aussi quand elle ne perpétue pas le stéréotype. Ça veut dire qu'une personne trans qui ne va pas forcer fort pour avoir des autours féminins, on pourrait dire « Ah non, mais tu fais pas d'efforts, tu t'étonnes qu'on te genre mal, qu'on te mégenre, etc. Qu'on te discrimine dans la rue, mais tu fais aucun effort. » Donc en fait, on se retrouve un peu le cul entre 2 chaises. Si on fait trop d'efforts, on perpétue les stéréotypes et c'est un double standard qu'on ne fait pas aux personnes cis. Et quand on ne fait pas d'efforts, déjà non seulement on se fait salement discriminer, mais en plus, on nous le reproche aussi. Donc j'ai envie de dire, et attention, ça va sembler très à gauche, mais bon, je suis très à gauche, il n'y a pas de consommation éthique dans un système capitalistique, c'est mon avis, mais du coup, il n'y a pas d'affirmation de genre non patriarcal ou non stéréotypé dans un système patriarcal qui est stéréotypé. Alors, peut-être c'est inaudible pour vous parce que je suis matrixé par la politique, mais pour moi, c'est clair que vu que le système de genre est défini par des stéréotypes, si on existe dans ce système, alors on va perpétuer des stéréotypes quoi qu'on veuille. On ne peut pas avoir un comportement genré qui n'est pas stéréotypé parce que le genre, c'est des stéréotypes. Et je te mets au défi de trouver une tenue où tu ne te stéréotyperas pas, que ce soit vers les garçons ou vers les filles, c'est pas possible. J'ai répondu à tes questions ? Super. Karine, peut-être, si tu as un truc à rajouter ? Rapidement, tu as dit l'essentiel. Hein.
Et moi, j'ajouterais que, en fait, on est des véritables machines, hein. De la même façon qu'on est des machines à genrer, on est des machines à perpétuer des stéréotypes, surtout les reproduire. Et pour la simple raison qu'ils nous préexistent, hein. Quand on arrive, voilà, tous ces stéréotypes nous préexistent. Par exemple, quand une personne trans s'engage dans en tout cas, c'était très marqué dans les années 90, mais quand on engageait une transition dans une équipe hospitalière, par exemple, il fallait démontrer, hein, qu'on était des hommes, des femmes, et donc forcément, entre guillemets, s'équiper, hein, de la façon à, voilà, faut démontrer, pour démontrer, il faut montrer, et pour montrer, on se réfère à ce qui nous entoure. Dans mon travail de recherche, par exemple, quand je suis remonté aux années 1920, 1930, les personnes trans, elles correspondaient, hein, les féminités ou les masculinités correspondaient, entre guillemets, aux normes, aux normes de l'époque, et les personnes trans ne détonnaient pas plus. Quand Christine Jorgensen, elle arrive à New York et qu'elle fait sa célèbre descente d'avion en 53, et qu'il y a tous les photographes qui sont là, elle n'est pas plus féminine qu'une autre femme de son temps. C'est une femme de son temps, hein. Exactement. Et c'est juste qu'à un moment donné, il y a eu cette question, et on a commencé à faire des reproches aux personnes trans en disant qu'elles renforcent les normes de genre. Et comme l'expliquait Lou, alors d'un côté, on leur aura souvent reproché ça, de renforcer les normes de genre, mais en même temps, si elles n'en font pas, le reproche, et souvent aussi, si on les accuse d'être finalement de fausses identifications de genre masculine ou féminine. Donc elles ont un défaut, entre guillemets, voilà, sur le genre. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question par rapport... Vous avez dit qu'on entendait en ce moment monter en épingle beaucoup sur les performances des femmes trans dans le sport aux États-Unis. Je pense par exemple à Lia Thomas ou ce genre de cas. Pardon. Et je voulais savoir s'il y avait des exemples d'hommes trans qui performaient dans la catégorie homme, du coup, ce qui pourrait un petit peu contrer cet argument sur la base biologique. Et aussi, j'étais intéressée par les résultats des études. Vous aviez dit qu'elles ne s'appliquaient pas à vous par rapport à votre transition. Et je voulais juste savoir un petit peu plus les conclusions de ces études. Oui. Alors, sur la partie... alors Léa Thomas, par exemple, hein, c'est un exemple. Elle a perdu beaucoup de compétitions. Elle a eu le malheur d'en gagner une. Et c'est ce moment-là qu'elle a gagné une que tout le monde a dit mais c'est totalement inacceptable, ainsi de suite. Donc toujours pareil, les trans, on les veut bien, mais surtout si elles ne gagnent pas et si elles restent à l'ombre. Alors les études... alors moi, me concernant, j'ai perdu à peu près 15% de mes performances, quand les études américaines donnent à peu près 3% de perte de performance. Comme on sait qu'entre les hommes et les femmes, globalement, notamment sur les résultats de haut niveau, on a à peu près 10% de résultats moins. Les marathoniennes sont 10% moins fortes que les... ainsi de suite, à peu près. Hein, c'est toujours des grandes masses. Ils disaient, comme les trans ne perdent que 3%, du coup, elles sont en avantage. Moi, ce que j'ai vécu, c'est 15%. Donc, il y a un problème, parce que je me dis... comment c'est possible? Alors, quelles sont les personnes qu'ils ont prises? Évidemment, il y a toute une mouvance à l'opposé contre les trans, aussi d'autodétermination. C'est-à-dire que je décide que je suis une femme et donc je vais concourir dans la catégorie féminine. Sauf que là, il n'y a pas effectivement de perte de performance. Donc, à ce moment-là, on va se retrouver, non pas dans les problématiques sociétaux de dire je suis un homme, je suis une femme, mais j'ai les facultés physiques qui rentrent dans la moyenne des femmes qui sont de la catégorie de femmes. On retrouve les catégories de poids. Donc c'est là que le discours, il faut faire attention. Quand on veut discriminer les trans ou les intersexes dans la catégorie féminine, ce n'est pas pour les exclure, c'est pour définir la catégorie. Une catégorie, il y a avant, il y a après, c'est toujours pareil. Et c'est là qu'est la problématique, c'est comment on la définit, les facteurs de performance, comment on les définit. Et donc, il va falloir faire des études sport par sport. Et pour répondre à la première question, c'est exclu, c'est-à-dire personne ne pensait, on est dans les a priori, qu'un homme trans puisse être plus performant, puisque n'ayant pas connu de puberté d'homme trans, d'homme, eh bien la personne, malgré qu'elle prenne de la testostérone, ne pourrait pas. Alors, on a des exemples d'hommes trans qui combattent, mais qui ne gagnent pas, mais qui combattent quand même à haut niveau, ou qui font du sport de haut niveau. Et donc, on dit, regardez, ça ne gêne pas dans ce cadre-là, donc ça les renforce. Par contre, aujourd'hui, le CIO demande une mixité de l'ensemble de tous les sports, et la natation synchronisée, qui était exclusivement féminine,
a inclus au dernier Jeux de Tokyo une épreuve mixte. Et là, à Paris 2024, il y aura une épreuve homme. Donc on peut aussi imaginer qu'une femme génétique qui a fait 15 ans de très haut niveau en natation synchronisée, qui fait une transition d'homme trans, va se retrouver potentiellement avec des avantages. Et ça n'a même pas été évoqué, même pas mesuré. Donc là, encore une fois, ma réponse est de dire non, mais sauf si la personne a des caractéristiques, des facteurs de performance de natation synchronisée où elle dépasse toutes les normes, on va dire, ou toutes les statistiques établies. Pour dire, enfin, un des facteurs de performance, je donne quelque chose de très basique, hein, ça pourrait être la hauteur, hein, la taille. Si en handball, la moyenne des 1000 meilleures handballeuses mondiales fait qu'on est à 1m90, pas plus. Si vous arrivez à 2m10 pour faire du handball et que vous êtes trans et qu'on vous discrimine, eh bien, c'est pour que la catégorie féminine puisse perdurer. Et donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et aujourd'hui, on est en capacité de faire ces études, hein. Les études de sport et les universités de sport, on est sur l'étude de l'épaisseur de la membrane cellulaire de nos cellules. Voilà. Donc on est capable de mesurer les facteurs de performance dans le sport. Enfin, j'imagine bien. Alors on va prendre une toute dernière question et je vous demanderai d'être assez rapide pour la réponse puisqu'il nous reste moins de 4 minutes avant de rendre la scène. Wow. Je me disais, comme vous disiez, le sport n'est pas genré dans le sens où le sport masculin et le sport féminin, ça n'a pas vraiment de sens. Et je me disais, la seule chose qui est intéressante là-dedans, c'est la différence moyenne de corpulence entre les deux. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas de faire le sport 1 et sport 2, sport femme, sport homme, et qu'on ne ferait pas sport corpulence 1, sport corpulence 2 ? Alors, c'est le cas souvent dans certains sports qui se mesurent par niveau et par âge ou catégorie. C'est-à-dire que si vous êtes de niveau temps, que vous soyez homme, femme, grand, petit, c'est la performance ou ce niveau de performance. Il n'y a pas d'équité en sport. Toutes les personnes sont différentes. Les capacités des gens à faire une activité physique mesurée sont toutes différentes. Mais c'est vrai qu'il y a des sports qui mesurent ça par niveau de compétence et pas par autre discrimination. Ce qui fait que, voilà, sur un certain niveau, s'il y a des hommes qui ne sont pas très bons et qu'il y a des femmes qui sont meilleures, eh bien, elles vont être au-dessus de ça. Donc ça dépend des règles sportives. Donc là aussi, on ne peut pas amener les droits de l'homme devant les cours pénales parce qu'on exclut. Non, les règlements sportifs sont faits par les fédérations pour établir les règles du jeu. Et voilà, elles sont comme ça. Et si on veut pas respecter ces règles du jeu, on n'a juste pas à faire ça. C'est tout. Voilà. Donc là, pour le coup, tout peut être inventé. Ce qui aujourd'hui, quand même, les Jeux Olympiques, ainsi de suite, sont sur des règlements, sur un certain nombre de choses qui sont établies et dans lesquelles la catégorie féminine, comme les catégories de poids dans les combats ou catégories d'âge, sont évoquées. Voilà. Donc après, on peut inventer toujours des catégories, ça, bien évidemment. Et vite à rentrer dans les fédérations pour inventer ces nouvelles catégories qui auront lieu forcément avec cette idée de problématique de non-binarité, d'intersexuation, ainsi de suite. L'équité ne sera pas forcément liée à un genre, elle sera peut-être liée à un niveau. Vous avez raison. Petite réponse un peu rapide, peut-être un peu provocative. C'est si les hommes et les femmes sont séparés en catégories de base, c'était pas pour une histoire d'avantage, je sais pas quoi. C'est parce qu'on avait peur que les femmes battent les hommes. Et ça serait trop la honte. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des performances de femmes qui ont gagné des compétitions et dont les résultats ont été invalidés parce que ce n'était pas normal, donc c'était forcément que la personne avait triché. Et la personne n'a été réintroduite dans les classements que lorsqu'un homme a fini par rebattre son résultat. Ah non, le sport au féminin, c'est tout un monde. Merci à tous et à toutes. Et désolé pour les questions qui seraient restées en suspens.